Et bonjour. Salut Bonjour. Texei. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume, bonjour Alexis. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes déjà un peu plus d'une dizaine, bientôt 2 dizaines déjà connectés ce matin avec nous. Tiens, on va tester, voir si le son fonctionne, si l'image fonctionne. Bonjour Dionis. Alors, si vous regardez sur votre écran, en bas à droite, normalement, vous avez un petit espace de chat qui servira aussi aux questions, qui est juste à côté. Vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation. Donc voilà, donc on va laisser, je vois qu'il y en a encore qui arrivent, on va vous laisser le temps de vous installer, de nous faire un petit coucou, éventuellement de nous dire d'où vous êtes, parce que c'est l'avantage avec ces lives, c'est que vous êtes un petit peu partout, donc nous on aime bien voyager avec vous, donc n'hésitez pas à nous dire de quel coin vous êtes, c'est toujours rigolo à placer sur la carte, et puis ça nous permettra de lancer cette fin de matinée avec vous. Virginie, Ken, Alexis, bonjour. 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 Hello Christophe, hello Antoinette. Alors, 11h01, eh ben on est pas mal, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On est effectivement, je suis assez content de vous accueillir. C'est un live un peu particulier parce que d'habitude on est un ou deux sur le plateau. Aujourd'hui, on a étendu un petit peu un peu le panel et ça, je pense, que ça va être assez riche tout au long de cet échange, puisqu'aujourd'hui, on est sur un format un peu particulier puisque c'est un live qui est co-organisé entre Texei et Invox avec finalement deux faces de la même pièce qui vont être réunies ce matin sur l'animation marketing. Et peut-être pour faire les présentations, je vais vous laisser Virginie Ken nous dire un petit peu qui vous êtes côté Texei, et puis on fera pareil côté Invox rapidement avant de plonger dans le thème de ce matin. Oui, avec plaisir Guillaume, merci beaucoup. Eh bien écoutez, effectivement, on est ravis de faire ce webinaire avec Invox, avec vous. Effectivement, Texei, on est un cabinet de conseil et d'expertise Salesforce, pure player Salesforce. On existe depuis 2017. On est plus de 60 consultants aujourd'hui, tous certifiés Salesforce. Donc vous avez un petit sondage d'ailleurs qui vient de s'afficher pour savoir si vous utilisez vous-même Salesforce, et on a un certain nombre d'historiques là-dessus avec un certain nombre de belles références dans divers secteurs d'activité. Voilà, je suis accompagnée. On se présentera peut-être tout à l'heure. Voilà, ouais, tout à fait. Le slide arrive côté Invox. On a une petite quarantaine basée à Lyon. On est une agence de demand generation, donc plutôt côté marketing avec trois grands sujets qui nous animent. La création de contenu, donc qu'est-ce qu'on a à raconter comme histoire en tant qu'entreprise. La partie faire connaître son contenu, donc ça c'est beaucoup social media, SEO, comment se faire connaître. Et puis c'est la partie sur laquelle on se regroupe pas mal aujourd'hui avec Texei, qui est le sujet des outils marketing. Et donc comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils, notamment de marketing automation. Et puis on travaille avec différents acteurs dans le monde du logiciel, dans le monde de l'industrie, et puis évidemment dans le monde du service, parce que c'est particulièrement ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on disait, on va faire les petites présentations. Ça, c'était le côté corporate, le côté entreprise. Mais finalement, c'est finalement au niveau des interlocuteurs d'aujourd'hui, ce matin, où c'est intéressant. On vous laisse commencer, Virginie et Ken, par nous dire un petit peu qui vous êtes. Oui, avec plaisir. En fait, moi, je suis donc la directrice commerciale et marketing de Texei. Je suis également directrice de projet, experte Salesforce, avec plus de 13 ans de Salesforce derrière moi. Ça fait presque 5 ans que j'ai rejoint Texei maintenant. Et effectivement, dans le cadre de mes fonctions, il m'arrive, je suis aussi sur toute la partie marketing automation et je fais un certain nombre de formations auprès de nos clients, et notamment dans le domaine du service, sur tout ce qui est Account Engagement, Marketing Cloud, Account Engagement et Pardot, anciennement. Je te passe la main, Ken. Merci Virginie, bonjour à tous. Donc Ken Milandou, je suis directeur des opérations chez Texei depuis maintenant 6 ans. Je suis également directeur de projet Salesforce, et au sein de Texei, je suis en charge des people, donc consultant sur toute la partie finalement recrutement, management et formation des consultants. Je suis très content de partager cette heure avec vous. Merci beaucoup Ken. Et effectivement, on verra tout au long de la présentation, mais surtout à la fin, tu as un bonus pour nous. On verra tout ce qu'on va voir dans la matinée, comment toi tu l'utilises parfois d'une autre manière qui est super intéressante. Et puis côté Invox, Alexis m'a rejoint ce matin dans notre studio.
Alexis, je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous, moi c'est Alexis Ruif, je suis Martech spécialiste chez Invox. J'accompagne les entreprises dans la prise en main de plateformes de marketing automation ou plus globalement CRM. Mon métier consiste à configurer des plateformes, mettre en place des campagnes de marketing automation, gérer la donnée et bien sûr une grosse partie formation. Merci Alexis. Donc moi je suis Guillaume, je suis le fondateur de l'agence depuis maintenant trop de temps pour dire combien. Je suis particulièrement investi aujourd'hui dans tous les sujets data chez nos clients, parce qu'on se rend compte que quand on travaille côté marketing, on produit, on capte, on récupère beaucoup de data, pas toujours très propre, on en reparlera, et c'est un peu la base quand même de tout ce qu'on peut automatiser derrière, ce qu'on peut remonter en CRM. Donc voilà, donc c'est un peu le sujet qui m'intéresse, et entre-temps on a vu qu'il y a des gens de Paris, de Lyon, de Lausanne, de Bruxelles, de Annecy qui nous ont rejoints, hello Thomas. Donc c'est bien, on est même international francophone ce matin, super. Voilà pour les présentations. Qu'est-ce que ça a donné le petit sondage? On est 50-50. On est sur on a une bonne partie de l'audience qui utilise déjà Salesforce. Ceux qui n'utilisent pas Salesforce, n'hésitez pas dans le chat à nous dire quels sont les systèmes que vous avez en place, ou si vous n'avez pas de système, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Puisqu'on va voir ce qu'on va voir ce matin. Donc ce sujet, c'est vraiment de se dire comment les outils marketing, et on zoomera particulièrement sur Account Engagement de Salesforce /Pardot pour ceux qui le connaissaient sous ce nom-là. Mais en vrai, toute la pratique, toutes les bonnes pratiques qu'on va aborder ce matin, toutes les méthodos fonctionnent, c'est agnostique sur les plateformes. Donc on montrera des illustrations de comment ça vit dans une des plateformes, Account Engagement, mais ça fonctionne aussi ailleurs. Et si on a eu envie d'aborder ce sujet, c'est parti d'une rencontre avec Virginie, où elle, avec son métier plutôt de mettre en place des outils Salesforce, et nous de les animer, de raconter des histoires, d'utiliser pour envoyer des mails, pour animer des bases et récupérer des leads intéressants pour les passer au côté sales. On s'est dit qu'il y avait souvent un petit trou entre les deux, le fameux sujet de l'alignement marketing-vente, et on avait envie ce matin de vous partager un peu cette espèce de passage de témoin, de course de relais qu'on fait quand on travaille avec Texei, pour mettre en place finalement tout ce parcours pour les contacts, et en se rendant compte que on avait beaucoup de points communs sur même des clients communs dans des activités de service, notamment des services où il y aura conseil, ESN, SS2I, accompagnement juridique, accompagnement financier. Donc sur ces métiers un peu de service, on se disait qu'il y avait quand même des particularités sur lesquelles on pouvait intervenir et venir apporter vraiment du supplément business. Et donc quand on regarde un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a envie d'aborder ce sujet ce matin avec vous, c'est tout simplement de mettre en commun ce qu'on a pu apprendre avec nos clients, ce qu'on a pu aussi se rendre compte, parce que Texei et Invox sont aussi deux sociétés de services, et on s'applique à nous-mêmes une partie des recettes qu'on va aborder ce matin. Donc l'idée, c'était de vous aider à mieux connaître vos clients, vos prospects, par le biais de ce qu'ils vont faire et de la data qu'on va pouvoir capter sur eux. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, d'arriver à les engager plus régulièrement. Ce dont on se rend compte, c'est chez nos clients, c'est que souvent le canal sur lequel il y a le plus de business à aller faire à court et moyen terme, et qui est souvent sous-exploité, c'est la base contact déjà installée, parce que tout simplement, on revient pas suffisamment vers eux, que les commerciaux vont pas faire que des relances à froid tout le temps, mais que le marketing couvre pas spécifiquement et de manière personnalisée tout ce potentiel de contact. Donc il y a un vrai sujet d'engagement qui est important. Ensuite aussi, c'est parce que dans la plupart des activités de service, le service marketing est pas très très étendu. C'est pas forcément une équipe qui est fortement staffée, et donc forcément le temps et la ressource temps est super importante, et donc l'outil peut venir accélérer ce qu'on va pouvoir faire, automatiser tout un tas de choses pour faire en sorte que le temps de l'équipe marketing soit mis à penser le message, à le valoriser, et pas forcément à faire des envois de mails, du travail très opérationnel dans les plateformes. Et puis le dernier point, c'est aussi le côté reporting. Quand on pose la question à beaucoup d'équipes marketing ou vente d'ailleurs sur quelle est leur performance, quelle est la durée de leur cycle de vente, quel est le pourcentage de leur base qui est froide, qui est tiède, qui a des projets chauds, quelle est la source à laquelle on peut attribuer la génération de business, souvent on pilote un peu à vue. Et un des grands avantages des plateformes de marketing automation, c'est de venir mettre de la donnée et de venir structurer le reporting, et donc finalement
en mettant tout ça bout à bout, c'est là où on va vraiment trouver des opportunités business et accélérer les opportunités business. Et puis, je le disais un petit peu en entame, il y a un petit truc bonus aussi. Pour les activités de service, souvent, on a un sujet de recrutement. Il faut trouver des clients, mais il faut aussi trouver des gens pour remplir le service, quel que soit le type de service, que ce soit du service plutôt intellectuel, mais aussi du service en entreprise qui pourrait se rapprocher à des choses un peu industrielles. Hein. On sait aussi que ces outils-là, bien structurés, en appliquant toutes les mêmes recettes, peuvent vraiment permettre de construire un vivier et d'activer sa base de candidats potentiels et de travailler sa marque employeur. Donc c'est un peu tous ces sujets-là qu'on voulait aborder avec vous. Et on les a découpés en 7 chantiers. Donc on va couvrir là sur les 30 et quelques prochaines minutes. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Vous avez 2 endroits où le faire, en passant par les questions ou par le chat. C'est en bas à droite. On vous laisse faire ça. Vous pouvez les poser tout au long de ce live et on sera ravis d'y répondre, soit en live, soit juste à la fin, en gardant un petit temps de questions-réponses pour s'assurer que vous repartez tous avec les informations que vous êtes venus chercher. Voilà pour le menu. Il est temps de commencer. Alors, on a vu que certains utilisaient déjà des solutions, d'autres pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on commence à un moment par la mise en place de la solution. Alors, Virginie, ça, en général, c'est votre premier bout de travail dans les activités de service. Effectivement, alors dans les activités de conseil et même dans toutes les activités, et quelle que soit finalement la solution qui va être implémentée, au-delà du setup, il faut pouvoir se poser les bonnes questions, il faut pouvoir bien comprendre les enjeux business. C'est hyper important parce qu'en fait, à un moment donné, on a beau avoir la meilleure des solutions, si on n'est pas aligné avec les objectifs, on va passer à côté. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre finalement quels sont les vrais enjeux et de comprendre aussi quelles sont les informations clés à pouvoir collecter et savoir finalement à quel moment on doit pouvoir passer le relais. En fait, là, l'idée de ce webinaire, c'est aussi de se dire comment on fait pour mieux aligner le marketing et la vente, parce que c'est vraiment 2 équipes. Parfois, alors moi, il se trouve que je suis en charge du commerce et du marketing, mais il arrive souvent que ce soit quand même des équipes qui soient distinctes, et notamment dans les activités de conseil. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire à quel moment le marketing peut envoyer l'information au commerce. Donc, et à quel moment ça peut être le plus pertinent. Donc peut-être que sur la suite, on va pouvoir adresser un certain nombre de questions avant même de setuper, avant de configurer la solution. Moi, ce que je demande en général en atelier, ça va être aux responsables marketing et aussi aux responsables commerciaux de pouvoir se poser toutes ces questions et de faire ce travail-là main dans la main. Déjà, les objectifs, bien sûr, marketing et commerciaux, est-ce qu'il s'agit de générer des leads? Est-ce qu'on est plutôt là pour être dans un objectif de croissance, de fidélisation, de nurturing ou pour aller développer un nouveau marché? Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fonction d'eux, on va pas setuper la solution de la même manière. Ensuite, bien sûr, il y a le sujet de la segmentation. Forcément, quels sont les critères qu'il faut adresser? Qu'est-ce qui va faire qu'on va adresser telle ou telle population, telle ou telle persona? Est-ce que ces critères, ils sont présents dans le CRM, dans les outils, ou est-ce qu'on les connaît et est-ce que la base de données, elle est suffisamment segmentée? On va se poser la question des touchpoints. À quel moment, finalement, on collecte, on a des points de contact? Comment on arrive à capter des nouveaux leads, finalement, pour pouvoir ensuite aller trouver les bons canaux sur lesquels on va adresser les personnes et adresser les contacts. Ensuite, il y a le sujet de la chaleur. On y reviendra avec toi, Alexis, sur la partie scoring, mais à quel point, finalement, il faut se poser la question en amont, avant même d'avoir setupé la solution. Qu'est-ce qui fait que mon contact est chaud, peut-être transmis. Par exemple, il y a des cas, il a fait une demande de rendez-vous sur mon site web. Dans ces cas-là, bien sûr, j'attends pas tout de suite, je bascule, le marketing envoie le lead au sales, bien sûr. Mais parfois, si j'ai juste téléchargé un livre blanc, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Si j'ai juste visité, voilà. Et en fait, c'est ça. Si j'ai juste visité le site web, c'est peut-être pas suffisamment engageant. Donc, il y a ce sujet de la chaleur de lead. Il faut pouvoir se poser ces questions-là. Les données clés à remonter dans le CRM, bien sûr, ça va sans dire. Et enfin, le pilotage, il faut pouvoir anticiper quels sont les KPIs, quels sont les chiffres clés qu'on va vouloir suivre et pour pouvoir ensuite savoir qu'est-ce qu'on va taguer et comment on va structurer ces campagnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de se poser toutes ces questions avant même de setuper la solution. Canon, ça donne une bonne checklist, un bon déroulé, effectivement, une bonne structuration. C'est vrai que c'est le genre de sujet, on ne sait pas trop par quel bout le prendre au départ, et c'est super important de se poser ces questions et de le faire marketing et vente, les 2 équipes,
dans la même pièce, qu'on se dise pas, nous on a fait notre bout du travail et puis débrouillez-vous sur la suite. On se rend compte que parfois, et c'est assez éclairant ce sujet d'alignement, on se rend compte que parfois la perception de ce qui est un bon lead, de quelles sont les données qu'il faut absolument remonter, sont complètement différentes côté marketing et côté sales, et c'est important d'avoir cette discussion. On a la chance d'avoir des outils qui ont des bases qui sont pas forcément séparées, qui sont reliées, mais de pouvoir afficher des informations différentes aux différentes équipes, mais c'est important d'avoir cette discussion. On le disait, la data, c'est la clé, et que la plateforme soit déjà en place ou qu'il faille la faire évoluer pour lui redonner un peu un nouveau souffle, c'est aussi souvent le cas qu'on retrouve. Il faut se poser cette question de la qualité des données. Sur ce sujet-là, typiquement ce qu'on a, là c'est un extract avec de la donnée fausse, de la demi-data, mais ça ressemble très fort à ce qu'on peut avoir dans une base de contact quand nous on commence notre travail, parce qu'il y a toujours un existant, que ce soit un spreadsheet, un Excel, des choses pas très bien structurées, un CRM qu'il faut reprendre ou un CRM déjà existant qu'il faut améliorer. En général, on commence comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en général si on creuse un petit peu dans ces données-là? Alors, le premier point qu'on va retrouver, c'est les données qui vont être renseignées dans les mauvaises catégories. C'est-à-dire, par exemple, on va rencontrer ce problème dans les plateformes assez souvent, c'est les inversions de colonnes. Par exemple, avoir des noms dans la propriété prénom ou des prénoms dans les types d'informations nom, ça va être impactant dans la plateforme derrière pour pouvoir segmenter correctement d'une part nos cibles, mais aussi pour pouvoir personnaliser les ressources et les campagnes qu'on va vouloir envoyer à nos cibles. Donc là, par exemple, on a les noms et les prénoms qui sont inversés, ou par exemple des informations comme le numéro de téléphone qui serait renseigné de façon manuelle ou automatique suite à une erreur dans un formulaire sur le champ de l'entreprise. Donc derrière, quand on va vouloir requêter sur les noms d'entreprise, on ne va pas retrouver la bonne donnée. La deuxième chose, ce sont les données génériques. Il y a plusieurs personnes qui utilisent dans les formulaires généralement des données génériques, c'est-à-dire des emails avec contact @ nom de l'entreprise par exemple, ou des emails en gmail.com ou etc. Ça va être compliqué aussi pour pouvoir derrière personnaliser nos segmentations, nos contacts, car on ne sait pas réellement qui est la personne qui est derrière cette adresse email, et on va avoir un peu de mal à segmenter. Troisième point, ça sera les champs manquants. Donc, dans la plupart des plateformes, déjà, il est interdit de créer un contact sans adresse email. On peut avoir des adresses email manquantes. Donc, sans adresse email, on ne pourra rien envoyer par la suite et rien segmenter. Et on peut avoir plusieurs informations qui peuvent être manquantes. Et pareil, quand on va vouloir transmettre l'information à d'autres équipes, on va avoir un manque d'infos. On va avoir aussi les données erronées. Lors de remplissage de formulaires, il y a quelques petits malins qui ne renseignent pas leurs réelles données, et ça pareil, ça va être bloquant pour la suite de nos actions marketing. Et enfin, les données non homogènes. On recommande généralement dans les plateformes de fermer au maximum les champs, c'est-à-dire de laisser seulement une sélection de valeurs possibles dans un menu déroulant ou dans un format checklist pour que les personnes puissent sélectionner par exemple leurs fonctions dans le formulaire. Donc ça évitera derrière de retraiter la donnée au cas par cas et de pouvoir automatiser les choses dans une plateforme. Quel que soit l'état finalement aujourd'hui de votre technique, des outils que vous utilisez, vous pouvez assez facilement faire un peu un audit de ça et vous rendre compte de quelle est l'ampleur des dégâts, quelles sont les données vraiment trop obsolètes, qu'est-ce qu'il faut enlever et assumer de ne pas garder des vieilles données, faire un peu de rangement et mettre en place des choses qui font que derrière, vous n'êtes pas dans ce format-là de dire j'ai nettoyé un peu mais ça redevient mauvais aussi vite, voilà le côté un peu scisif qui va demander un ménage assez régulier. Alors il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place pour éviter de devoir faire ça tout le temps. Une fois que l'audit a été fait, l'idée c'est d'avoir des choses qui se font au moment de l'intégration ou sur en tout cas un ménage de printemps une bonne fois pour toutes. Donc ça on vous a listé, vous pourrez récupérer, de toute façon on vous partagera le replay, vous aurez accès à tout ça. Et puis il y a des choses aussi qui se font après, qui se font de manière régulière. Exactement. Le but du jeu, c'est de mettre en place aussi des routines hebdomadaires, mensuelles, mais c'est de contrôler assez régulièrement la qualité de vos données, notamment en créant des rapports de monitoring de données pour identifier les données les plus importantes pour vous et pour pouvoir vérifier que les données soient bien renseignées.
Vous pouvez aussi dans Pardot mettre en place des automation rules, donc c'est des actions automatiques qui vont se déclencher en fonction de certains critères et qui vont formater de la donnée ou remplir des données et enrichir votre base de données. Et puis bien sûr, toujours dans l'optique d'aligner les équipes sales et marketing et de les faire participer aussi au bon fonctionnement de la plateforme, c'est de faire challenger les bases de données en permanence par les différentes équipes et faire remonter les problèmes. Et là, en termes d'alignement, on sait que voilà, les commerciaux, c'est pas leur passion première de remplir des données dans un Salesforce ou dans un CRM. Par contre, en leur explicitant pourquoi c'est important, en leur montrant le travail qui a été fait, en leur montrant que la data est suivie, que le management commercial s'y intéresse et met en place des actions pour dire là, on a 16% sur lesquels on n'a pas de nom de famille ou pas une localisation géographique, on en a besoin pour pouvoir aller chercher des opportunités, de faire comprendre ça et de pouvoir le suivre. Donc ça, c'était notre deuxième chantier. Troisième chantier, c'est de dire, on a une plateforme qui est bien, on a de la donnée qui est bien. Maintenant, il faut commencer à passer dans la vie de cette plateforme. Et en général, il y a un petit travail à faire avant de rentrer vraiment dans les actions marketing. C'est de se poser la question, encore une fois, c'est un peu la dernière étape de l'alignement marketing-vente un peu préalable. C'est de travailler ce qu'on appelle le lead management. C'est un peu les étapes du lead. Là, ce que je vous montre, c'est un exemple. Donc l'idée, c'est de dire, mon lead, à partir du moment où je l'ai récupéré, donc à gauche, j'ai mes différentes sources de trafic, mes différentes sources de récupération de contacts. Je peux avoir des choses en ligne, je peux faire des salons, je peux avoir de la prospection téléphonique, je peux avoir des partenaires qui m'envoient des contacts. Donc j'ai plein de façons de récupérer des nouveaux contacts. À un moment, ils arrivent dans le CRM ou dans l'outil marketing. Et donc, on va essayer de voir quelles sont les grandes étapes et on va leur donner des niveaux de qualité, les fameux MQL, SQL. Maintenant, il y a d'autres dénominations aussi qui existent, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe à chaque étape, quelle est la donnée que je dois absolument récupérer sur chacune des étapes, quel contenu éventuellement je peux mettre. Et on va commencer à avoir ici une couche à la fois marketing. Qu'est-ce que je peux raconter, où est-ce que je vais capter, quel contenu j'envoie, est-ce que j'ai des petites automatisations qui partent, et commercial pour dire est-ce que j'ai un call à faire, est-ce que j'ai une tâche qui est créée, est-ce que j'ai de la remontée d'informations. Et ça va vraiment permettre d'identifier tout ce qui se passe et de vraiment mettre autour de la table les équipes, les outils, la donnée et les actions marketing et vente pour que ce soit cohérent et ce soit efficace. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut voir et ça derrière de manière très concrète il y a une petite étape, il y a des petites étapes à passer. Exactement. Ouais, donc du coup, vous pouvez mettre en place dans un premier temps des campagnes marketing justement pour envoyer des contenus pertinents à vos cibles, donc via les différents canaux que vous connaissez, les emails, les ads, les réseaux sociaux, etc. Donc ça, il faut aussi bien prendre en compte les enjeux sales et marketing pour envoyer les bonnes campagnes au bon moment en fonction de la saisonnalité dans laquelle vous vous trouvez. Ensuite, une fois que vous avez envoyé vos campagnes, bien sûr, vos campagnes vont générer des soumissions de formulaires. Donc, il faut mettre en place des contenus gated, c'est-à-dire soumis à formulaire, pour récolter des infos afin de qualifier au mieux vos leads et les faire avancer dans le tunnel de conversion. Ces formulaires peuvent comprendre du progressive profiling, c'est-à-dire un remplacement automatique de certains champs par d'autres afin d'enrichir les infos manquantes. Et ça, pareil, il faut absolument que le marketing consulte l'équipe commerciale pour qu'on puisse récolter les données pertinentes qui serviront aux étapes de négociation commerciale. La troisième étape, une fois qu'on a envoyé des campagnes marketing, qu'ils ont soumis des formulaires, etc., les personnes vont avoir des interactions et vont consommer le contenu et les ressources. Et donc, le scoring va permettre d'augmenter ou de diminuer le niveau de chaleur, donc le score d'un contact. Pareil, il faut s'aligner entre équipe commerciale et équipe marketing sur les paliers, comme l'a dit aussi Virginie en intro, s'aligner sur un palier pour pouvoir passer le contact dans les mains de l'équipe commerciale une fois que le niveau de maturité est élevé. Ensuite, le profiling et le scoring, ils vont permettre de définir un niveau de maturité certain qu'on appelle lead stages, donc la phase de cycle de vie, lead, MQL, SQL, etc. Donc ça vous permettre de mieux connaître la base et vous fera vraiment gagner du temps dans vos process et notamment pour votre équipe commerciale pour pouvoir s'attarder et vraiment se concentrer sur les leads SQL qui sont les plus pertinents. Et enfin, tout ça vous permet de repréciser votre segmentation grâce aux lead stages et de répondre à vos enjeux business et du coup par la suite de retourner à l'étape 1 et de renvoyer les campagnes marketing les plus pertinentes en fonction de vos cibles. En résumé ici, l'idée c'est de dire une fois que je sais par quelles étapes normalement mes contacts doivent passer, je suis en capacité de faire de l'animation marketing. Tout ça me montre ceux qui sont intéressés ou les deux et me permet de pousser aux commerciaux au bon moment les contacts sur lesquels ils doivent se concentrer pour pas devoir juste relancer toute la base tout le temps. Et c'est là où vraiment on commence à voir le fruit
de la mise en place de ces outils-là et de l'alignement entre ce que le marketing va faire et ce que les commerciaux vont pouvoir traiter comme information. Et évidemment, le but, ce que vous l'avez compris, hein, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est comment je génère davantage d'opportunités business ici. Ce que Alexis mentionnait là sur le point, sur son petit cercle juste avant, ce côté envoyer des campagnes, c'est ce qu'on appelle le nurturing. Le nurturing, c'est le fait de finalement biberonner des contacts en se disant j'ai peut-être 5 000, 10 000, 20 000 contacts. Parfois, vous avez des bases qui sont plus grandes que ça. Et là-dedans, en vrai, il y a peut-être 5 ou 10% de vos contacts qui sont actifs naturellement, qui viennent voir ce qui se passe, qui sont assez frais. Tout le reste, il faut les stimuler. Tout le reste, il faut vous rappeler à leurs bons souvenirs. Il faut revenir sur le dessus de la pile parce qu'on est dans des business, dans des activités de service. Souvent, la prise de décision, elle se fait pas en 3 jours, où il y a une maturation, où parfois, il y a eu d'autres choses qui sont passées devant comme priorité. Et donc, il faut se rappeler, il faut faire évoluer un peu sa prise de parole pour se dire que le jour où ça y est, j'ai convaincu, j'ai créé le besoin, où j'ai fait prendre conscience du besoin, il y a une discussion qui peut se passer. Et là, il faut que les commerciaux arrivent. Mais il faut occuper ce terrain. C'est ça qu'on appelle le nurturing. C'est vraiment ce côté, comment je nourris mes contacts pour faire en sorte que vous n'avez pas 3, 4, 5% de votre base qui vous écoute, mais qu'il y en ait davantage sur ça. Et donc ça c'est quelque chose qui est important. Si par exemple, vous avez dans votre base de données des leads zombies, c'est-à-dire des gens, il s'est rien passé, vous avez 0 news, et même plus s'ils sont vraiment dans leur boîte encore, s'ils sont encore intéressés ou intéressants. Donc vous avez des zombies dans votre base. Franchement, le test, il est simple. Hein. En réunion commerciale, vous ouvrez le CRM, vous faites un picking au sort de 20 contacts, et là-dedans, s'il y en a plus de 10 ou 12 où les gens savent absolument pas qui c'est ni ce qui s'est passé, c'est que vous avez des zombies dans la base. L'autre chose aussi, c'est que parfois la captation de données ou la qualification de la base est assez mauvaise, et finalement vous savez pas trop qui est dans la base. Vous dites peut-être qu'ils sont actifs, hein, peut-être qu'ils ouvrent des trucs, mais je sais vraiment pas s'ils sont dans les bonnes boîtes, dans les bons jobs, dans la bonne taille de boîte, dans la bonne géographie, dans le bon secteur d'activité. Donc là, vous avez du mal à qualifier les contacts dans votre base. C'est-à-dire que vous n'avez pas suffisamment d'informations sur eux. Un autre point, c'est que tout simplement, pour l'instant, vous n'animez pas votre base. Vous rentrez des gens, vous récupérez des fichiers, des partenaires, des événements, des inscriptions à des webinaires, puis vous ne traitez juste pas derrière. Il n'y a pas encore de lien entre tout ce que le marketing peut produire comme contact et ce que les commerciaux vont gérer. Souvent, le cas qu'on a, c'est quand on discute avec les commerciaux, la direction commerciale, c'est « Ah non, mais nous, on regarde pas les leads du marketing, ils sont pas bons, on sait pas ce qu'il y a dedans, on n'a pas le temps, nous, on se consacre sur le business. » Ça, c'est un bon... Je vois que Virginie rigole, mais je vois qu'on a les mêmes. Oui, on a les mêmes. Un autre point aussi, c'est souvent, en fait, quand je prends la parole, c'est peut-être que je prends la parole, mais à chaque fois, c'est soit lié à des offres, soit lié à des choses très promotionnelles. Donc on est un peu en mode communiqué de presse ou push commercial en disant tiens, on a une promo là-dessus, on fait ça, on a sorti telle chose. On n'a pas vraiment de contenu pour éduquer, pour nourrir. On n'est donc pas dans du nurturing, on est plutôt dans du push en essayant de se dire je croise les doigts, il y a peut-être 1% de ma base qui a envie d'acheter ce truc à ce moment-là, mais on ne travaille pas l'immensité de la base intéressante qui pourrait demain devenir des contacts intéressants. Donc ça, c'est facile aussi. Vous prenez les 10 derniers mails que vous avez fait, vous regardez de quoi ça parle. Si c'est que pour vendre des choses et pas pour apprendre des choses ou donner de la matière, c'est que vous avez un besoin de nurturing. Et puis l'autre point aussi, c'est si vous avez régulièrement des deals qui arrivent où c'est des gens qui dorment dans votre base, ça se trouve, ils sont là depuis 4-5 ans. Et c'est d'eux-mêmes qui se sont réveillés en disant tiens, il faudrait qu'on se parle. Ouais, mais on s'est déjà parlé, et que ça, vous le découvrez. Vous n'êtes pas en capacité d'avoir des signaux un peu avancés pour dire là, j'ai une partie de ma base, ils commencent à regarder plus de choses, à se reconnecter, à retélécharger des choses, à réouvrir des vieux mails. Ils sont peut-être dans une prise de décision, une accélération de la prise de décision. Si vous n'avez pas cette capacité à avoir ces signaux-là, là encore, c'est qu'il faut sans doute exposer davantage de choses auprès de votre base. Et donc, pour faire ça, c'est là où on arrive sur les automatisations. On va pas rentrer dans toutes, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle des workflows, des séquences automatisées dans le langage automatisé. Et on a différentes choses qu'on peut faire ici. Il y a tout ce qui va être génération de leads, tout ce qui va être plutôt welcome campaign, quelqu'un qui est arrivé pour la première fois chez vous, de l'accompagner avec quelques mails pour lui dire chez nous, il se passe ça, tu peux regarder ça, voilà notre blog, voilà notre newsletter, voilà ce que tu peux consommer chez nous.
Tout ce qui va être qualification, là, c'est vraiment pour ceux qui disent j'ai des contacts, mais je sais vraiment pas qui sont. Donc, on va trouver des prétextes pour leur faire remplir des nouveaux champs. On va dire, je voudrais au moins ta zone géographique et ton secteur d'activité. Comme ça, je peux commencer à filtrer, je peux donner le contact à un commercial qui est sur une zone spécifique ou sur un sujet spécifique. Évidemment, on va avoir tout ce qui est push d'une offre ou d'un événement. Il ne faut pas l'enlever, de parler de ces offres commerciales, c'est important aussi. On peut le mettre dans d'autres choses. Et puis, on va avoir d'autres choses de réchauffage de la base. Dès que quelqu'un ouvre plus depuis quelques temps ou c'est plus connecté, des campagnes de fidélisation aussi, ou d'upsell ou de renew. J'ai fait une mission, je vais peut-être pousser davantage sur ces contacts-là, essayer de reprendre la parole quelques temps après si la mission s'est arrêtée et que j'ai rien vendu de neuf. Et puis aussi, sans oublier tout ce qui est Customer Success, Onboarding, vous venez de signer un nouveau client, c'est peut-être intéressant d'accompagner ça de manière automatisée et ça, le marketing peut le faire. Alors, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. C'est ça, c'est un workflow ici assez basique pour la démonstration. Le workflow, pour information, il se lit de haut en bas. Donc, on part sur la première étape et on va jusqu'aux dernières étapes rouges qui sont sur le bas. Donc, on a des critères de sélection qui vont s'afficher dans le trigger. Alors, je le mets un petit peu plus gros. Voilà. Donc, la première étape en bleu clair tout en haut. Donc là, ça va être toutes les personnes qui vont être éligibles à rentrer dans le workflow vont rentrer à l'intérieur de ce processus. Et puis derrière, on peut ajouter une multitude d'étapes, comme par exemple la première pour taguer par exemple une personne qui va passer dans une campagne pour pouvoir la réutiliser aussi facilement derrière dans la campagne et savoir exactement par quel point elle est passée. Et après, on va pouvoir déclencher plusieurs scénarios avec différentes branches conditionnelles, c'est-à-dire si la personne répond à un critère, on peut lui envoyer un scénario A et si elle ne répond pas au critère, elle répond au scénario B. Voilà, on va pouvoir aussi regarder un peu les interactions que la personne a eues avec les différents contenus, les emails envoyés ou les formulaires que vous avez poussés dans vos emails. Donc, par exemple, si le formulaire est complété, alors on va lui ajouter son score. Par contre, s'il n'est pas complété, on va considérer qu'on peut arrêter le workflow pour la personne, etc., etc. Ça peut être pareil pour un lien dans un email qui est cliqué ou non. Là, c'est des étapes assez marketing, mais on peut intégrer à ça aussi des étapes dans le CRM, création de tâches. Ouais, c'est juste après. C'est juste après. Exactement. Voilà, donc comme le dit Guillaume, on a plusieurs actions qu'on va pouvoir déclencher automatiquement dans un workflow. Donc ça peut être des ajouts un ajout à une liste, un score intact pour les actions marketing, mais ça peut être aussi ajouter la personne dans une campagne Salesforce. Ça peut être aussi notifier un utilisateur Salesforce pour pouvoir lui dire attention, il a fait telle action, il faudrait peut-être le recontacter assez vite. Et bien sûr, l'assigner à un commercial directement pour les premières actions en bleu. Après, on a toutes les actions plutôt marketing en vert pour pouvoir dire, pour pouvoir regarder les interactions que la personne a eues avec les différentes ressources. Et puis en jaune, on va avoir aussi d'autres règles qu'on va pouvoir regarder dans un workflow, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le CRM Salesforce, par exemple. Est-ce que les critères sont réunis pour pouvoir le faire passer dans un scénario A ou un scénario B? Est-ce que cette personne a été assignée à un utilisateur, à un commercial directement dans le CRM et en fonction de ça, lui envoyer un message pertinent? Je peux regarder si c'est prospect client. Si la personne a eu une propale commerciale dans les 2 dernières années, par exemple, si elle a participé à un événement spécifique, quelle est sa source? Est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé par un partenaire, qui est arrivé par de la prospection? Tout ça, c'est quelque chose qui va donner de la richesse et qui va donner du contexte aussi derrière au marketing pour pouvoir remonter les bonnes infos côté commerce. Et justement, ça met en plein le doigt sur le lien entre la partie marketing et la partie CRM. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller muscler un peu cet alignement-là? Effectivement, ça fait une bonne transition. Donc, ce qu'on a vu là, c'est vraiment toute la possibilité du marketing à pouvoir capter, enrichir de la donnée. Finalement, le marketing va pouvoir aller capter ça, ces nouveaux leads. Et souvent, c'est vrai que, comme vous le disiez, peut-être des fois, le commerce se dit « Ah oui, mais c'est peut-être pas des leads suffisamment qualifiés, etc. » L'idée, c'est de se dire à quel moment, qu'est-ce qu'ils peuvent déclencher, ou soit j'ai pas eu l'info. Le marketing peut dire « Ah oui, les commerciaux appellent pas assez ou sont pas suffisamment réactifs. » Là, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'ils aient la main pour pouvoir déclencher les actions. Vous en parliez tout à l'heure, des actions de notification directement dans la plateforme Salesforce. Alors, ça peut se faire dans n'importe quelle plateforme, mais là, en l'occurrence, avec Account Engagement Pardot, on peut déclencher des notifications directement dans l'application, mettre en place des tâches directement planifiées au sales, et ça c'est vraiment pratique parce que ça s'organise de façon très très simple pour les marketeurs et c'est vrai que c'est quand même pratique pour pouvoir travailler main dans la main. L'idée c'est que l'événement déclencheur, par exemple, on s'en parlait tout à l'heure, j'ai besoin d'un rendez-vous, dans les 24 heures, les sales vont pouvoir aller
appeler. L'idée, c'est de pouvoir attribuer aussi les tâches aux bonnes personnes parce qu'en fait, j'ai une masse de leads, j'ai une masse de contacts, mais à qui je dois l'envoyer? Là, l'avantage, c'est de s'appuyer sur un CRM qui a la bonne donnée, la bonne qualification, l'attribution des territoires, bien sûr. Chaque sales, par exemple, quand on a des équipes un peu plus grandes dans les activités de conseil, chacun a son domaine, ses industries ou son patch de clients avec sa techno, etc. Là, l'idée, c'est de pouvoir notifier le bon sales à la bonne, le bon sales pour le bon lead. L'idée, c'est que pour les équipes commerciales aussi, elles vont pouvoir enrichir la donnée parce que le marketing va collecter tout ça, mais à un moment donné, il faut aller valider, il faut aller vérifier qu'il y a vraiment, que le lead est réellement chaud, qu'il y a réellement un potentiel. Et ça, à un moment donné, il faut décrocher son téléphone. Donc, en fait, le sales, il va pouvoir s'appuyer sur les données qui lui ont été transmises dans son CRM par le marketing. Il va pouvoir appeler, il va être plus pertinent, en fait, quand il va appeler parce qu'il sait exactement ce qui s'est passé. Il va avoir cette visibilité-là. Donc, en fait, il est plus réactif, il est plus pertinent. Ça augmente ses chances de closer, finalement. Et ensuite, il va pouvoir mieux évaluer, finalement, le potentiel et vendre un peu plus, comme on en parlait tout à l'heure. Ouais, alors, donc, du coup, effectivement, maintenant, comment on fait? Quels sont les types de données qui peuvent être intéressantes à remonter aux sales? Là, on vous propose une certaine liste. C'est pas exhaustif, mais en général, c'est ce qui se fait. Déjà, il faut pouvoir avoir des campagnes qui soient synchronisées. C'est la base de la base. Bien sûr, le marketing fait des campagnes. L'idée, c'est de pouvoir donner cette visibilité-là au niveau du contact, au niveau du compte, que le sales, quand il va sur une fiche de contact, il sait exactement à quelle campagne a été rattaché ce contact. Ça, c'est vraiment très important. On l'a invité à un événement, il a assisté à une soirée, il a reçu tel livre blanc ou il l'a téléchargé. Et il a été dans telle campagne, ça c'est important de se le dire. Il faut pouvoir savoir si son statut a évolué. Par exemple, la personne, on l'a invité à un webinaire, par exemple. Est-ce que cette personne est venue? Il faut pouvoir le savoir et ça va pouvoir donner des informations clés pour connaître le niveau d'engagement. Et là, le commercial va pouvoir vraiment être plus pertinent dans son approche. Pourquoi pas aussi donner la main au commercial directement avec des boutons d'inclusion dans la campagne directement depuis son CRM. Il peut se dire mais moi en fait il y a un webinaire qui se prépare, ça tombe bien, j'ai également mes clients là, ça les intéresse, on en a parlé et je vais les ajouter dans la campagne moi-même. Et ça donne vraiment du pouvoir aux sales. Il sait qu'il peut compter sur le marketing pour pouvoir gérer tout et être mis ajouter ses campagnes, ses contacts dans des campagnes de nurturing. Et lui, il a la main pour savoir qui est pertinent finalement. Et ça va pouvoir augmenter l'efficacité de ses actions. La visibilité des influences, là, c'est plutôt pour se dire, c'est bien quand les équipes finalement savent pourquoi elles travaillent, dans quel objectif, et c'est toujours satisfaisant pour les équipes marketing de savoir qu'il y a une opportunité qui a été générée et qui est issue d'une campagne, forcément. Ça donne aussi du poids aux actions qui ont été réalisées. Ça montre un retour sur investissement, un ROI. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir afficher aussi, donner de la visibilité aux sales directement dans le CRM, sur la fiche contact, sur l'historique d'engagement, on s'en est parlé, mais aussi ça peut aller très finement jusqu'à les pages visitées, l'email ouvert, quel email a été ouvert, etc. L'affichage du scoring et du grading, bien sûr, ça va sans dire. Il faut pouvoir savoir où en est son contact. Il faut que le sales puisse le voir. Il faut qu'il puisse être notifié en temps réel et qu'il puisse accéder à tout ce qui est reporting niveau d'engagement. Voilà, tout simplement. Donc ça se fait de façon native dans Salesforce. Écoute, tu nous fais toi aussi une transition parfaite sur le sujet du reporting. Avant d'aller le voir, je veux juste revenir sur ton graphique ici je vous le remets parce que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi en interne quand vous avez vous-même des sujets d'alignement marketing pour vraiment expliquer pourquoi est-ce qu'on est tous embarqués là-dedans. Et d'ailleurs, la flèche après sales, il peut y avoir du closing, ça c'est du marketing encore. Mais ça revient éventuellement, c'est une boucle, parce que le sales, quand il est allé au bout de sa découverte, qu'il a fait une proposition, éventuellement, tout se signe pas. Parfois, on perd contre des concurrents, ça referme un peu la porte pour quelques temps. Mais parfois, c'est juste qu'il y a eu du délai, ou c'était pas les bons interlocuteurs, et ça peut repartir dans une boucle marketing. Et c'est là où on voit que c'est vraiment super intéressant pour maximiser les retombées business de tout l'effort qui a déjà été fait. On a fait du travail marketing, il y a eu du travail commercial fait, et dans beaucoup de boîtes de services, ça s'arrête là et puis éventuellement on enverra les vœux dans 6 mois où on se dira dans un an, tiens là il faut vraiment qu'on aille chercher du business, on va reprendre tous les deals qu'on a perdus sur les 3 dernières années, on va relancer tout le monde. Ça en fait on peut l'automatiser, on peut réussir à mettre en place des choses et puis de suivre la performance. Donc c'est vraiment super.
Pour compléter, Guillaume, ça peut aussi déclencher de tout ce qui est cross-sell et upsell aussi. C'est pour Ouais. ça, tu as tout à fait raison avec la partie boucle. Là, c'était plus pour montrer en fait la visibilité qu'on peut donner directement. Enfin, il y a des actions qui sont faites côté marketing. Ce qui est important, c'est que les commerciaux voient ce qui a été fait, qu'ils voient que le marketing a travaillé la base. Et ça permet aussi, ça va permettre aux commerciaux de se dire, ah, bah, j'ai enrichi ma donnée. C'est vrai que c'est pas forcément très rigolo, mais au moins je sais que plus ma donnée va être propre derrière, on y revient, et plus on va pouvoir être pertinent dans les actions qui vont être menées. Ouais. Tu peux peut-être dire un petit mot sur le screenshot de droite, qui est en fait ce qu'on voit dans une fiche d'un prospect. Effectivement, dans un prospect, dans une fiche contact dans Salesforce, en fait, quand on va, en fait, c'est très simple. Enfin, quand on a installé Pardot Account Engagement dans Salesforce, c'est quelque chose qui est directement en standard, en fait, et qui s'affiche. Ça s'appelle l'engagement history, l'historique d'engagement d'un prospect, effectivement. Et en fait, cette timeline, en fait, elle décrit exactement qu'est-ce qui a été fait, enfin minute par minute, enfin s'il a ouvert telle page du site web, en fait du moment que tout a été configuré dans Pardot, en fait on peut le retrouver dans le CRM. Et ça, c'est ce qui est visible à la fois par les équipes marketing, mais à la fois par le commercial directement sur sa fiche contact. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il sait si ça s'est passé dans l'heure ou dans la veille, il le sait, il va pouvoir se dire ah mais je vois que ce sujet-là vous a interpellé, je vois que ça vous intéressait. Et en fait là, on va pouvoir déclencher une discussion. On se parlait d'upsell tout à l'heure, de cross-sell, et c'est vrai que là, ça permet d'apporter de la valeur et d'arriver avec une démarche de solution. Et quand on est dans la partie conseil, c'est important. Ils sont souvent très sollicités, les prospects, et donc quand on arrive avec quelque chose de plus pertinent, bah, finalement, on peut engager une discussion plus simplement. Et puis, peut-être pour terminer, vous l'avez entendu, Pardot est devenu Account Engagement. Account Engagement, c'est comment est-ce que j'engage des entreprises, des comptes cibles. Et là, c'est super intéressant. Là, ce qu'on voit, c'est à l'échelle d'une personne dans une entreprise. Mais si on veut, par exemple, rentrer dans une entreprise spécifique ou que j'ai un enjeu de gagner un compte spécifique, je peux faire cette somme, en fait, de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Je peux regarder ça à l'échelle de 10, 15, 20 contacts qui sont de la même entreprise et essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux du moment, les sujets du moment, quand est-ce que ça se réveille, quand est-ce que ça freine. Et ça, c'est vraiment une info qui est super importante. Et plus le marketing sera en capacité de créer des occasions, d'aller consommer du contenu, de traquer des choses, plus il y aura de l'intelligence commerciale forte au moment d'aller mettre le pied dans la porte ou de reprendre contact ou d'aller en rendez-vous avec un peu plus de contexte sur qui a vu quoi et qui s'est intéressé à quoi. Alors, à ce stade, on arrive quand même vers la fin des différents chantiers. À un moment, on a envie de savoir si ça marche. Parce que là, on va dépenser de l'argent, on va dépenser du temps, on va faire de l'animation. Et donc, je le citais un peu en avantage tout à l'heure, de mettre en place cette approche et ces outils. C'est que dès qu'on a de la donnée, on a du reporting. Et ici, on va pouvoir faire pas mal de choses, et notamment de suivre des KPI, évidemment sur la performance des différentes ressources, donc les landing pages, les contenus, les emails. Ça, c'est de l'activité marketing. Tout ça sera centralisé. Donc, le marketing pourra dire, j'ai tel sujet qui marche mieux que tel autre, telle partie du site qui performe, tel type d'email qui performe. Ça, c'est un peu la base. Ça donne aussi une très bonne photo de l'état de la base de lead. J'ai tous mes contacts. Qui est-ce qui dort, qui est-ce qui s'est réveillé, qui est intéressé par telle ou telle grande thématique, qui réagit plutôt aux événements, qui ne le fait pas. Et puis, juste derrière, quelle est aussi la vélocité de l'évolution de la qualité des leads. C'est bien d'avoir 10, 15, 20 000 contacts. Maintenant, est-ce qu'ils progressent, ces contacts, et à quel rythme est-ce qu'ils progressent? Et là, on a à avoir des vues directement dans Account Engagement qui vont nous dire, sur ton cheptel de contacts qui se sont créés en 2024, t'en as tant qui sont pas du tout qualifiés, tant qui ont progressé à telle étape, tant qui ont été engagés commercialement. Et ça donne aussi de la capacité à faire du forecast, à faire de la prévision, et puis à juger aussi de l'efficacité de ces campagnes. Puis derrière, peut-être plus quand on commence à basculer côté CRM, Virginie, il y a d'autres choses aussi qui vous intéressent vous pas mal. Effectivement, côté sales, côté CRM, on peut. Alors, il y a toute la partie effectivement marketing, mais après, à un moment donné, il faut savoir si ça marche côté CRM, et ça, on peut le tracer. Ce qui est intéressant, souvent, ce qui intéresse nos clients, ça va être d'où viennent mes leads finalement, d'où vient la source de mon business. Et ça, c'est vraiment très clé pour pouvoir
mesurer le retour sur investissement et pour pouvoir ensuite investir après, bien sûr, sur les sources qui marchent. C'est ça le but. Donc ça, on va pouvoir le déceler directement dans Salesforce avec les opportunités. L'idée, c'est de pouvoir aussi voir quelle est la couverture de compte, enfin, avoir une démarche ABM, Account Based Management, et de pouvoir avoir des reporting par compte. Quand on a des grands comptes, par exemple, à un moment donné, il faut pouvoir suivre le ROI au niveau du compte. On peut l'avoir par source, bien sûr, par business, par offre, et par solution, mais aussi par compte. Et on peut se dire, OK, je vais avoir mes reporting sur ce compte-là, il y a telle offre qui marche bien. Dans des démarches de cross-sell, comme on le disait par exemple tout à l'heure en termes de cas d'usage, ça peut être intéressant de se dire peut-être que sur cette partie-là, je pourrais aller pousser telle offre. Et donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller mesurer dans le CRM. Effectivement, il y a énormément de reporting qu'on peut faire en termes de performance. On s'en est parlé tout à l'heure. On s'est dit aussi l'influence des campagnes, c'est des choses qu'on peut mesurer, mais c'est surtout la partie source qui, en général, est importante pour les sales. Et donc ça, c'est quelques petits exemples de ce que vous pouvez retrouver. Oui, alors par défaut, dans Account Engagement, on va avoir des rapports sur les conversions, donc pour savoir toutes les personnes qui ont rempli un formulaire et dont on connaît l'email, par exemple. Et puis au niveau de l'évolution de la base de données, on va bien sûr avoir le nombre de nouveaux prospects, qui est bien sûr filtrable en fonction des dates personnalisées, etc. Nombre d'opportunités aussi qui vont remonter. Et puis le pipeline de conversion avec les visiteurs, les prospects, les MQL leads et les deals que ça engendre. On va avoir aussi, grâce au connecteur, au code de suivi, Pardot, que vous allez pouvoir poser sur votre site internet, on va avoir aussi le nombre de visiteurs qui consultent vos pages de site internet et vos landing pages, et puis un classement des top companies qui visitent le plus vos pages. Ça, c'est des super alertes, encore une fois, account-based marketing, account-based management, d'avoir des alertes, dire il se passe un truc chez Renault, là, en ce moment, on a un pic de visites. Ils sont peut-être en train de lancer quelque chose. Ça fait une forme de veille, en fait, quelque part. Et après, de façon assez classique, des reporting de la performance sur vos contenus, donc les emails, on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail pour aller voir sur un email en particulier quelles sont les statistiques. Et puis, dans les statistiques même de l'email, aller voir un peu plus de détails sur le nombre de clics et les liens, par exemple, qui ont intéressé le plus les contacts. Voilà, on vous avait promis un bonus, c'est l'heure de Ken pour ce chantier-là, parce que tout ce qu'on vous a dit, on peut le transposer pas sur des cibles de prospection, mais sur des cibles qui, dans les activités de service, sont super importantes, et notamment dans certaines qui sont un peu en tension, qui est de bien traiter son vivier recrutement. Ken, écoute, c'est à toi. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui étaient très intéressantes. J'ai même appris 2-3 choses supplémentaires, donc ça m'a bien servi. Non, mais effectivement, les problématiques qu'on a pu voir sur l'articulation entre le marketing et les ventes, on peut également le voir sur le recrutement et les ventes dans des entreprises de services, et notamment dans des entreprises comme les nôtres qui avons finalement un métier de broker, je dirais, c'est-à-dire qu'on met une offre de service, donc une offre de prestations intellectuelles, de profil potentiellement, en face de demande en fait de clients. Et donc là, on a vu toute la partie comment finalement générer, capter la demande client avec des actions de marketing automation, etc. On peut utiliser également le marketing automation pour pouvoir constituer son vivier de profils et de ressources pour pouvoir justement proposer ses offres de services. Alors, vous le savez tous, on a certainement tous les mêmes problématiques. On est sur des marchés hyper concurrentiels et le recrutement de talents et la fidélisation de ces talents devient un enjeu crucial également pour le développement des sociétés. Et là où du marketing automation est assez intéressant sur le recrutement, c'est que ça va impacter directement et positivement la productivité des équipes, mais également la vélocité des processus. Parce que comme les candidats sont eux-mêmes très sollicités, il faut aller vite, il faut communiquer au bon moment, de la meilleure des manières, et surtout avec un rythme qui soit assez soutenu pour conserver le candidat engagé dans votre processus de recrutement. Alors, qu'apporte un outil précisément? On a essayé un petit peu en 5 étapes de poser les apports d'un outil de marketing automation dans un cycle de vie candidat et collaborateur. Premièrement, ça permet d'aller identifier et capter les talents.
Alors là-dessus, bien évidemment, vous aurez fait un positionnement de marque, à savoir sur quel site vous souhaitez être présent pour communiquer, à quels événements vous voulez participer, potentiellement quels événements vous voulez mettre en place. Et vous allez utiliser tout un tas de techniques marketing, webinaires, landing page, email, etc., qui vont vous permettre finalement d'aller capter les candidats et donc la data qui sera nécessaire derrière pour lancer le processus en back-office. Deuxièmement, comment gérer le parcours de recrutement plus efficacement avec un outil de marketing automation? C'est que cet outil-là va rendre le processus beaucoup plus fluide et beaucoup plus véloce, puisque vous allez gagner du temps sur les tâches qui sont répétitives, notamment les envois d'emails, les envois de rendez-vous, etc. Et surtout, un outil de marketing automation va vous permettre d'harmoniser, je dirais, le format et la manière dont l'entreprise prend la parole vis-à-vis des candidats. Parce qu'effectivement, parfois, vous pouvez avoir plusieurs responsables de recrutement qui vont avoir leur propre manière d'approcher, de discuter, de converser avec les candidats. Là, on parle encore de marque employeur. Le fait d'avoir un outil de marketing automation va permettre de cadrer les choses, d'harmoniser le contenu, d'harmoniser les formats et de proposer finalement une expérience différenciante qui est le début de l'expérience collaborateur, finalement. En troisième lieu, bah oui, une fois que j'ai recruté les bons talents, bah, comment le marketing automation va me permettre d'accélérer l'engagement et l'intégration de mon collaborateur, bah, c'est que je vais avoir la possibilité de planifier tout un tas de communications avec du contenu adapté de manière progressive pour permettre finalement au collaborateur petit à petit de récupérer des informations qui sont importantes pour lui dans son processus d'intégration. Je vais un peu vite, excusez-moi, parce qu'il est déjà midi moins 10. Vous avez également la possibilité, grâce à un outil de marketing automation, d'automatiser de la communication en interne. Et cette communication, elle est tout aussi importante parce que vous allez pouvoir segmenter les communications en fonction des équipes, en fonction des profils, en fonction des informations que vous avez à transmettre. Et finalement, ça permettra également de pouvoir un petit peu mieux mettre les gens dans des funnels en fonction de leurs besoins. Et puis enfin, c'est quelque chose que on a tendance à oublier très souvent, c'est la gestion finalement des alumni, en fait, des anciens collaborateurs. Parce que grâce à cet outil encore de marketing automation et grâce à l'information qu'on pourra trouver sur les bases, on va pouvoir segmenter des communications en fonction des secteurs d'activité dans lesquels se trouvent les anciens collaborateurs et les alumni. On va pouvoir également segmenter les informations en fonction d'intérêts qu'ils auraient pu eux-mêmes, en fait, déclarer sur des campagnes de marketing. On en parlait tout à l'heure d'inbound, par exemple. Et le fait de savoir que c'est un alumni dans notre base va permettre, là encore, de pouvoir peut-être adapter un discours, un message beaucoup plus approprié. Et tout ça, encore une fois, dans une logique de marque employeur, dans une logique de notoriété. Alors, bien évidemment, tout ça est rendu possible par un outil de marketing automation, mais derrière, il faut bien voir qu'il faille être quand même outillé d'une solution de CRM pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir je dirais, croiser les informations, bien évidemment, enrichir les informations et les mettre à disposition pour les différentes équipes. Donc, effectivement, pour favoriser les candidats quand on est dans ce processus de recrutement, il y a vraiment 3 choses à faire. Hein. C'est vraiment segmenter et personnaliser les messages, personnaliser les parcours pour faire en sorte d'engager au mieux les candidats et être différenciant par rapport aux concurrents. Il faut avoir une communication transparente. Cette communication transparente, elle est également permise par la planification
des différentes campagnes et finalement être hyper data-driven, ça c'est hyper important. On a toujours tendance à oublier, et c'est ce que tu disais Guillaume tout à l'heure, regarder la data, regarder les indicateurs, regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas et toujours adapter en amélioration continue en fait ces différents processus. Voilà, j'en ai terminé pour l'adaptation des techniques et des démarches de marketing automation dans le recrutement. Écoute, merci Ken. J'ai noté quelques trucs aussi parce que tu disais que tu avais découvert quelques petites choses sur notre première partie plus tournée vers la prospection, les clients, les prospects et le business. Il y a plein de trucs super intéressants dans ce que tu dis. C'est vrai que dans les activités de service, les anciens collaborateurs sont des sources de business géniales. Sur lesquels, si on est un peu structuré, il y a plein de choses à faire. Donc en fait, ça se recoupe. On n'est pas que recrutement, on est aussi quand même business sur cette partie-là. Donc c'est vraiment canon d'avoir couvert ça pour nous. On est arrivé un peu au bout de nos 7 chantiers. On les a remis là pour les remémorer. Tout part évidemment on pose la solution, la data, on structure le parcours du lead. Une fois qu'on a ça, on joue avec la matière, on joue avec les contacts, on anime tout ça. On a des outils quand même qui nous font gagner beaucoup de temps, qui nous permettent de nous focaliser sur ce qu'on a à raconter plutôt que sur la logistique de comment est-ce qu'on le délivre. Et évidemment, derrière tout ça, ça a de l'impact sur le CRM, sur l'activité commerciale. On sait le prouver. Et si on est malin, on peut arriver à faire aussi quelque chose de super bien fait pour cette partie marque employeur et recrutement. Donc voilà, c'est un peu les sujets qu'on voulait suivre, qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir joué là-dessus. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées. On va les reprendre dans l'ordre. N'hésitez pas à les poser. Il y a Sophio qui nous demandait si on proposait des formations dans le cadre de la préparation de certification Salesforce. Ça, c'est plutôt de ton côté, Virginie, je pense. Alors, effectivement, non, pour la pré, on fait des formations, mais sur mesure pour les clients par rapport à leur cas d'usage. Mais en revanche, là, on se parle de la certification Salesforce plutôt en tant que consultant ou peut-être, voilà, c'est plutôt ça. Et là, il y a des organismes de certification qui sont vraiment et de formation qui sont vraiment accrédités par Salesforce. Nous, on prépare plus, on va former les équipes marketing de nos clients pour qu'ils puissent s'approprier l'outil et pouvoir dérouler après derrière tout leur parcours. Et d'ailleurs, je crois que vous aussi, d'ailleurs, Guillaume. Tout à fait. Oui, tout à fait. Olivier se posait la question de est-ce qu'on peut avoir le monitoring par canal, SMS, WhatsApp, est-ce qu'on peut suivre des choses par rapport aux canaux préférentiels, aux canaux d'arrivée des contacts dans la base? Alors, c'est une bonne question, mais alors après, c'est par rapport aux capacités de account engagement. J'ai envie de dire, si on se parle de marketing cloud tout court, oui. La réponse est oui. Mais Marketing Cloud de Account Engagement ex Pardot, là, par exemple, tout ce qui est le canal WhatsApp n'est pas ouvert. Le canal SMS, c'est encore particulier. Il faudrait prendre un add-on à côté. Et après, ça pourrait se suivre, se monitorer du moment que ça a été mis avec Salesforce. Mais par rapport aux différents canaux, par contre, tout ce qui est email, landing page, formulaire, les canaux qui sont ouverts avec Pardot sont monitorables. Ok. Olivier précise que effectivement sa question était pour Marketing Cloud. Et pour Marketing Cloud, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut, bien sûr. Peut-être que ce sera l'occasion d'une prochaine édition. Effectivement, il y a d'autres possibilités sur cette partie-là. Renata nous demandait la question du consentement. Alors consentement, on va parler RGPD, on va parler Preference Center. Virginie, Alexis, je pense que c'est des sujets que vous voyez assez souvent. Oui, Alexis, tu veux en parler ou Oui, alors bien sûr, on peut mettre en place un Preference Center pour pouvoir gérer toutes les préférences de communication. On voit que c'est ta passion quand même. On voit que c'est ta passion. Généralement, dans les formulaires, vous pouvez personnaliser aussi une case à cocher avec vos propres consentements que vous souhaitez mettre en place dans les formulaires et via des automation rules aussi, par derrière, vous allez pouvoir relier les différentes typologies de communication auxquelles un contact peut s'abonner. Oui, et au niveau des possibilités de Pardot, puisque c'était la question que propose Pardot, il y a les deux. Il y a soit je me désabonne, soit je gère un Preference Center. Enfin, les deux sont possibles. Et dans tous les mails qui parlent de Pardot, il y a forcément le lien de désinscription obligatoire.
Ouais, donc tout ça est très compliant. À vous de rendre ça un peu sexy. Maintenant, il y a des façons marketing aussi d'habiller sa page de préférence avec vraiment des offres marketing en segmentant bien les centres d'intérêt, par exemple. Typiquement, chez Invox, on a plusieurs grands sujets sur lesquels on s'exprime. On peut donner la possibilité de se désinscrire des sujets social media si ça m'intéresse pas, mais d'y rester abonné à d'autres choses. Donc il y a pas mal de façons de faire ça. Je vois que certaines personnes sont encore en train de taper. Alors, soit c'est pour nous dire merci, nous dire que c'était génial, ou donner les feedbacks sur ce qu'on aurait pu faire mieux, c'est important aussi. Ou alors c'est encore des questions. Je vois qu'il nous reste encore des petits moments. Alors, c'est Olivier qui serait preneur en webinaire Marketing Cloud. Le consentement peut être géré dans Marketing Cloud. Alors, si on fait un webinaire marketing... Ah oui, non, ok. Est-ce que tu veux prendre cette question, Virginie? Oui, alors ça fera l'objet. C'est quelque chose qui va arriver. D'ailleurs, chez Texel, il y aura certainement des contenus qui vont arriver sur Marketing Cloud et la gestion du consentement, justement. Mais avec plaisir, Olivier, en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on le fera. Qu'on adressera le sujet qui est un sujet très important, effectivement. Ouais, mais je crois que le sujet, c'est de dire si on fait un webinar et qu'on shoot les messages via Marketing Cloud, est-ce qu'on peut gérer le consentement marketing Et je pense que oui. On va creuser ça, Olivier. On a votre contact, on clarifiera ça, mais je pense que oui, on peut gérer ça directement. Encore une fois, on plug sans doute avec les outils webinar, parce que le mieux aujourd'hui, c'est quand même d'avoir un Livestorm, un GoTo, une plateforme de webinar, et donc la gestion se fait entre les deux. Vanessa avait une question réglementation sur les cookies. Comment est-ce qu'on peut avoir un scoring cohérent et précis? Effectivement, aujourd'hui, on capte un petit peu moins d'infos que ce qu'on pouvait capter par le passé. Maintenant, quand on fait les choses bien, notamment sur le contenu, sur l'envoi de mails et le clic sur les mails, le clic sur les mails de toute façon est traqué. Et ça, c'est pas via cookies, c'est parce que chaque lien est individuel en fait. Donc on sait qui a ouvert quoi. Donc au final, on a un petit peu moins de data. On n'en faisait pas forcément toujours grand-chose de toute façon d'avoir une multitude de data. Donc on est aujourd'hui plutôt dans une frugalité un peu plus forte là-dessus, ce qui permet tout à fait de faire du scoring cohérent. Et puis maintenant, de plus en plus dans le scoring, on rentre quand même la notion de profiling, de dire j'ai des choses qui se passent parce que les gens consomment du contenu, consomment une newsletter, s'inscrivent à un webinar, donc il y a des activités, mais il y a aussi pas mal de données, de données déclaratives, de données qu'on a pu récupérer sur les personnes qui contribuent au scoring. Donc on est toujours dans un mix de scoring et de profiling qui donne un indice derrière d'intention et d'intérêt du contact. Question de Renata sur la différence entre Marketing Cloud et Pardot, donc Marketing Cloud Account Engagement, qui est un peu une sous-partie de Marketing Cloud. Disons que en fait, ce sont deux solutions de Salesforce, mais qui sont sur la même plateforme. Mais par contre, disons que historiquement, Marketing Cloud, tout court, c'est le nom, c'était ExactTarget, c'est un rachat de Salesforce et qui était plutôt pour du B2C, c'est plutôt pour des très grands, on va dire, pour du marketing automation de masse. Vraiment, c'est pour ça, et c'est utilisé par les grands noms, mais vraiment dans une démarche de masse. Et donc là, en termes de canaux qui sont utilisés, c'est tout ce qui est push app mobile, etc. Donc on est vraiment sur autre chose, voilà, que sur la partie public, ouais. très grand public, exactement. Voyage, fashion, vêtements, voilà, site média, par exemple. Tout à fait. Et là, c'est vraiment quand on a des volumétries très différentes et avec des canaux, plutôt on s'adresse directement aux consommateurs. Et ensuite, Marketing Cloud Account Engagement, c'est le nouveau nom de Pardot en fait. Pardot, c'était historiquement l'outil de marketing automation pour du B2B. Et là, on est plus vraiment très adossé avec les équipes commerciales qui travaillent dans le domaine du B2B. Et donc, Pardot, Marketing Cloud Account Engagement maintenant est plus, on va dire, souvent plus adapté pour le domaine du conseil, de tout ce qui est recrutement, etc. Parce qu'on est vraiment dans une démarche B2B. On est moins sur des domaines de masse. Et là, et ce qui est important, c'est de pouvoir notifier en interne. Et donc, les canaux vont pas être les mêmes. On est dans un inbound où c'est un peu différent. On n'est pas sur les réseaux sociaux ou très peu, un peu de LinkedIn, etc. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment transmettre l'information aux équipes commerciales. Et on est souvent aussi sur des flux de prise de décision beaucoup plus longs. Là où sur du marketing cloud, en gros, j'ai une promo sur mes chaussures, je shoot à un segment spécifique, je vends mes 20 000 paires de chaussures et en gros,
3 jours après la campagne est terminée. Là, on est beaucoup plus dans mais un cycle de décision, il peut prendre 18 mois. Il peut y avoir 6 des interlocuteurs différents dans l'entreprise, qu'on a une notion qu'on a très peu dans Marketing Cloud de grand public, une notion d'entreprise. Je suis un foyer, j'achète une voiture, voilà, c'est fini, quoi. Il y a une fiche contact qui est qualifiée. Là, on a un côté un peu pyramide de la décision, mapping de compte et inscription dans la durée. Exactement, gestion de compte, on peut tout à fait aller cibler une entreprise, comme tu le dis Guillaume, et en se disant je vais dérouler et être dans une démarche de compte-based marketing et dérouler une approche marketing pour un compte, par exemple, je sais pas, des grands comptes de l'énergie ou ce genre de choses. Et on va pouvoir là adapter et faire quelque chose de très personnalisé sur une entreprise. Voilà, je crois ne pas avoir loupé de questions. Donc je remercie tous ceux qui en ont posé parce que ça rend riche aussi la fin de ce live. Merci à tous. Merci Virginie, merci Ken, merci Alexis. C'était une bonne première. J'espère que ça en appellera d'autres. En tout cas, nous, on a passé un bon moment et en préparant et ce matin, j'espère. J'espère que vous aussi. Plaisir partagé. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Merci bien. À bientôt et bonne fin de journée à tous. Et effectivement, Fin de journée. vous recevrez la rediffusion à la fin de cet enregistrement. Bye bye. Merci.